Avec nous pour le grand débat dont on va plus loin, Thierry Fabre, bonsoir. Rédacteur en chef à Challenge. On va tout de suite voir la une sur le salon du Bourget cette semaine. Jean-Marc Sylvestre, bienvenue, éditorialiste économique. Benjamin Correa, bonsoir, bienvenue, économiste, membre des économistes atterrés. Et Coralie Dubost, bienvenue à vous également, députée La République En Marche de l'Hérault. Merci à tous les quatre. Avant de vous faire commenter cette réforme, je voudrais tout de suite vous faire écouter l'une des réactions les plus fortes du jour. C'est celle de Laurent Berger, numéro 1 de la CFDT, qui n'est pourtant pas le plus sévère avec l'exécutif habituellement. Eh bien, écoutez. On a une réforme qui est perdante, archi perdante pour l'ensemble des demandeurs d'emploi. Une réforme qui, en plus, responsabilise qu'en partie les entreprises qui usent et abusent de la précarité et des contrats courts parce que le bonus-malus sera simplement sur 7 branches professionnelles. Donc la CFDT est extrêmement en colère. C'est une politique qui est mise en place, qui n'est pas du tout à hauteur de femmes et d'hommes, qui ne prend pas en compte la réalité concrète des demandeurs d'emploi aujourd'hui qui subissent la précarité. Aujourd'hui, nous sommes abasourdis de cette réforme qui est, je le répète, profondément injuste. Coralie Dubost, on entend des mots très forts, une colère très forte qui a l'air effectivement très sincère. Comment vous y répondez ce soir ? Je le regrette, bien évidemment. J'aurais préféré qu'il y ait un accord et que l'on puisse travailler, que le gouvernement puisse travailler avec l'ensemble des syndicats. C'est vraiment dommage et regrettable que ça n'ait pas abouti. Maintenant, les travaux vont continuer. On sait que la réforme était indispensable. La situation de la France va mieux. Nous revenons à une situation qui est plutôt hantée 2009 et nous allons dans ce sens-là. Notre objectif est de précisément lutter contre la précarité et permettre aux travailleurs de revenir aux chômeurs de revenir dans l'emploi de temps long. Et toute la réforme de l'assurance chômage est orientée en ce sens. Thierry Fabre, on peut dire à l'issue de cette réforme qu'effectivement l'exécutif frappe fort, mais aussi parce qu'il n'y a pas eu d'accord avant entre les partis. Oui, alors il frappe fort et il y a deux aspects dans cette réforme. Je comprends la colère de Laurent Berger parce qu'à la première partie, c'est une réforme d'économie qui rogne les droits des chômeurs. Parce qu'il fallait faire 3,5 milliards d'économies. Et donc, c'est tout bête, mais pour avoir droit au chômage, auparavant, il fallait avoir travaillé 4 mois sur 28 mois. Et là, il faudra travailler 6 et sur une période plus courte. Donc, c'est un problème, effectivement, et des petits revenus vont être touchés. Ça, c'est le côté un peu bête et méchant de la réforme pour faire des économies. Il y a un deuxième aspect du coup qui est passé sous silence, qui est beaucoup plus intéressant, c'est l'aspect réforme. C'est-à-dire que cette réforme, elle s'attaque quand même à ce qu'on appelle la permittence, vous savez, ces contrats courts qui se multiplient. La France était le record des pays de l'OCDE pour les contrats très courts. Et donc, en modifiant le mode de calcul de l'assurance chômage, c'est un système complexe, mais qui peut inciter les gens à ne pas travailler puisqu'on peut gagner plus au chômage qu'en travaillant. Donc en s'attaquant à ça et en faisant un bonus-malus, donc en taxant les contrats courts, qui certes, comme le dit Laurent Berger, est partiel, c'est-à-dire qu'il ne touche qu'une partie des secteurs, mais on aurait espéré quelque chose de plus massif. Il n'empêche qu'ils ont mis le pied dans la porte, ils ont hésité 2 ans avant de le faire, et donc certains secteurs qui font tourner les contrats courts vont être taxés. Donc c'est quand même un progrès, mais il y a vraiment ces deux aspects, il ne faut pas retenir uniquement l'aspect on tape sur les chômeurs, il y a un aspect réforme qui est beaucoup plus intéressant. Benjamin Correa ? Vous partagez la colère de Laurent Berger ? Ah oui. Et puis en plus, je veux dire, comme je ne suis pas Laurent Berger, qu'il est Laurent Berger, je crois que c'est encore plus significatif que ma propre... j'ai presque envie de dire tristesse, vraiment tristesse. C'est-à-dire que je trouve que vraiment c'est une réforme catastrophique. Alors d'abord, on se plaint que les partenaires sociaux n'aient pas pu aboutir à un accord. On leur avait fait une lettre de cadrage et on leur avait donné des temps tels que l'échec de la négociation était annoncé. Ça rendait impossible un accord. Évidemment. Ensuite, on reprend la main et on ne négocie pas. Et en plus, ce qui est annoncé, c'est qu'on va le faire sur ordonnance. Ça, c'est sur la méthode. Alors, sur le numéro post-gilet jaune, oui, nous avons compris, on ne va plus faire comme avant, etc. Je crois que franchement, il faudra repasser. Je trouve ça incroyable. Après, je voudrais dire 2 mots du fond quand même. Sur le fond, on va en parler en détail. Je ne partage pas du tout votre analyse. Ça ne m'étonne pas. Je trouve que... Non, mais on peut en parler sur pièce. Bien sûr, allons-y. Bien. Je trouve que c'est massivement, il y a une éviction du droit au chômage d'une partie des chômeurs. Les téléspectateurs ne le savent peut-être pas, il y a seulement un chômeur sur 2 qui est indemnisé. Là, ça va être 1 sur 3 si tout va bien. Et il y a un abaissement des montants et des droits. Alors après, sur le côté lutte contre la permittence, on va en parler. Benjamin Correa, on va terminer le tour de table pour que tout le monde puisse prendre la parole. Jean-Marc Sylvestre et ensuite je vous donne la parole, Coralie Dubost.
Non, mais j'entends bien mon confrère. C'est une catastrophe. Personne. Difficile de ne pas l'entendre. Non, ça, bon, mais c'est une manie chez vous, de toute façon. Alors, oh, ça, c'est pas vrai du tout. Bon. Non, ce que je voudrais dire, personne n'est content, c'est vrai. Personne n'est content. Les syndicats sont fous furieux. Effectivement, la CFDT est furieux. Ils ont l'impression de s'être fait avoir. C'est quand même pas tout à fait vrai parce qu'ils ont quand même abandonné la table de négociation. Les chefs d'entreprise grognent eux aussi parce qu'ils considèrent qu'ils vont devoir payer une partie de l'addition. Quant aux partis politiques, on a vu, les partis politiques d'opposition, on voit bien qu'ils considèrent que c'est catastrophique, le droit social recule, etc., etc. Personne n'est content. Ouais. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je trouve que c'est une formidable bonne nouvelle. Pourquoi ? Pour Macron et pour le gouvernement. Pourquoi ? Parce que ça prouve qu'il va au bout de sa logique de faire des réformes pour améliorer la compétitivité de ce pays. Il était dans une situation compliquée et on lui a beaucoup reproché d'avoir ouvert les robinets, laissé payer pour les indemnités, les gilets jaunes, etc., etc., etc. Il continue des réformes de structure. Parce que dans ce projet-là, il y a des réformes de structure dont nous avions besoin. Alors la question est de savoir, est-ce que ça va améliorer la situation de l'emploi? On le saura dans 6 mois. Alors, non. Est-ce que ça va améliorer? Juste, on va s'attarder quelques minutes. Moi, je voudrais simplement faire une petite parenthèse simplement. Quand j'entends un certain nombre de mes confrères dire c'est lamentable, c'est une situation. Pas que les confrères, les syndicats. Il y a un certain nombre de choses qui rejoignent ce qui existe en Angleterre. Aujourd'hui, situation anglaise que je n'ai jamais considérée comme excellente, mais que beaucoup d'opposants, beaucoup d'opposants à la société, aux réformes françaises, donnaient en exemple le taux de chômage anglais qui est effectivement assez faible, avec une situation de l'emploi qui est liée à la perspective du Brexit. Mais si, est-ce qu'on peut, pardonnez-moi, s'arrêter quelques secondes sur le chômage des cadres, qui est un des points aussi qui fait hurler dans la réforme. C'est pour les 10% des plus hauts revenus, nous dit Muriel Pénicaud. Ils verront leur indemnité baisser de 30% au bout de 6 mois. Ça concerne 80 000 personnes. Je vous rappelle juste quelques chiffres, ceux de 2017, et je vais vous laisser répondre. Les cotisations des cadres représentaient 42% des ressources et ils touchaient 15% des allocations. Ce sont les chiffres de la CFE-CGC. Les cadres donnent plus qu'ils ne profitent. Alors, comment vous répondez à cette critique de cette loi qui va instaurer ça, Coralie Dubost? Je voudrais redonner des éléments aussi de cadrage globaux sur cette réforme, parce qu'effectivement, j'ai entendu un certain nombre de choses fausses qui ont été dites. Alors, dites-nous. Déjà, l'UNEDIC avait une dette qui était à hauteur de 35 milliards d'euros. C'est considérable. Il faut qu'on puisse le poser sur la table et à un moment donné, aller sur des réformes effectivement qui soient structurelles. Oui, sur les droits, pour faire des économies. Non, mais il faut quand même le considérer. Il faut quand même considérer qu'il y a une situation qui est donnée à la base. Bien sûr que c'est un élément de contexte et qu'on ne peut pas faire sans un certain budget. Par ailleurs, sur la situation des droits post cette réforme, la France restera l'un des pays d'Europe où le chômage est le plus accessible et le plus favorable. Donc, il ne faut pas être en train de dire n'importe quoi. On n'est pas en train de déconstruire le droit au chômage. Bien au contraire, il y a même la création de droits nouveaux, et je pense notamment aux indépendants, notamment aux démissionnaires dans certaines conditions. Sur le bonus-malus, il y a effectivement 7 secteurs qui ont été choisis à titre d'expérimentation, et on a dit qu'on tirerait le bilan de cette expérimentation pour voir s'il est légitime de l'élargir, de le réduire, etc. Mais donc c'est une expérimentation, personne n'avait osé le faire auparavant, et je pense effectivement comme vous que dès lors que vous n'avez pas un corps satisfait, c'est que vous êtes pile au centre de l'enjeu. Alors, je laisse répondre. On est aussi venu régler des situations d'inéquité, parce qu'aujourd'hui, et ça il faut le dire, aujourd'hui quand vous avez un salaire moyen sur l'année sur lequel vous avez cotisé au chômage, selon que vous ayez travaillé 1 mois sur 2 ou en continu, vous n'avez pas le même droit. Vous n'arrivez pas avec le même droit au chômage au bout. Aujourd'hui, vous avez une personne qui travaille, mettons, au SMIC 1 mois sur 2, elle arrive avec un droit au chômage à l'issue d'une année qui est de 1 500 €, qui est supérieur à ce qu'elle a cotisé. D'autres personnes seraient en deçà. C'était injuste. Les cadres, effectivement, nous venons baisser le plafond. Il était un petit peu au-dessus de 7 000 et on tombe à 6 000 et quelques. Au bout de 7 mois, vous avez effectivement une dégressivité. Le chômage des cadres représente 3% du chômage. Ce n'est pas le chômage le plus massif et le plus concerné. On sait aussi, et c'est observé de longue date, de différentes études, que c'est le chômage des plus hauts revenus. Quand vous avez les plus hautes indemnisations, vous y restez le plus longtemps. C'est donc une incitation à retourner au travail. Notre objectif, il est simple. On veut que le travail rémunère plus que l'indemnisation chômage. Alors, on va laisser répondre Benjamin Correa et Thierry Fabre, mais s'il vous plaît, des réponses relativement courtes qu'on avance. Benjamin Correa. Écoutez, il faut d'abord être clair sur le fait qu'on déconstruit des droits fondamentaux. Ça, c'est votre réponse à Coralie Dubost. C'est excessif. Oui, parce que vous pouvez essayer de nier le contraire. Mais essayez de nier les faits. Mais soyez précis, parce que c'est incantatoire, là. J'y viens. Lorsque les droits au chômage, comme ça a été dit,
sont acquis à partir de 6 mois sur 28 mois, et quand on passe de 4 sur 28, et quand on passe 6 sur 24. Quand on passe à 6 sur 24. Donc de 4 à 6, vous trouvez qu'on déconstruit des droits. Vous savez combien ils sont en Allemagne ? En Allemagne, il faut cotiser 12 mois pour avoir droit au chômage. Donc, excusez-moi, la France reste encore un pays qui est de moitié plus favorable. Ils sont tous dans le vous comparez l'Allemagne au Tchad, vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Pardon, c'est tellement démesuré. Si vous voulez qu'on fasse du comparatif, on fait du comparatif. Mais là, on est en train de discuter d'une réforme qui change une situation d'un État A vers un État B. Alors, vous pouvez toujours... Non, mais écoutez, je peux parler ? Est-ce que je peux parler ? Nous sommes sortis d'une crise financière, monsieur. Mais bien sûr, on est sorti d'une crise financière. On est en train difficilement d'en sortir, mais en tout cas, on n'a pas retrouvé les taux de chômage d'avant 2008. Non, mais écoutez, si la technique, c'est d'empêcher les gens de parler, vous êtes très bonne. Écoutez, je n'ai pas pu en placer une. Finissez. On est allé en Allemagne. C'est vous qui êtes allé en Allemagne. C'est pour répondre à l'Allemagne. Bon, donc, je dis qu'il y a une déconstruction d'un certain nombre de droits. Donc, si vous me permettez, je voudrais expliquer en quoi. Mais rapidement, Benjamin Corrière. J'ai déjà dit. Donc, sur un premier point. Sur le second point, qui est la question de la rechargeabilité des droits. Autrefois, à partir de 5 jours, on pouvait commencer à recharger les droits. Maintenant, il faut 1 mois. Le mode de calcul, vous avez été très pertinente, est effectué de telle manière que le montant des indemnités qui seront versées est abaissé. C'est une réforme purement... Mais oui, bien entendu. C'est pas abaissé, c'est lissé, c'est équitable. Non. 1 euro cotisé donnera droit au même euro d'indemnisation pour toute personne qui travaille. Mais ça, c'est des éléments de langage. Mais pas du tout, c'est mathématique. Je ne doute pas qu'on vous les ait... Est-ce que je peux en placer une ? Mais pour les chômeurs, ça va se traduire par un abaissement, oui ou non ? Pas tous les chômeurs, je suis désolée pour certains. Est-ce que je peux en placer une pour vous les partager ? Parce que ce que vous dites est vrai et faux à la fois. Il y a une partie des droits qui vont être abaissés, c'est vrai. Oui, il y a une partie, comme le dit madame, qui est recalculée et qui met fin à une absurdité. Comment, en tant qu'économiste, vous pouvez accepter qu'on puisse plus touchés au chômage qu'en travaillant. Vous connaissez, laissez-moi terminer. Cette étude, vous savez qu'elle est critiquée par tout le monde. Il y a des travaux académiques qui ont été lancés là-dessus, au Conseil d'analyse économique, et qui ont montré que ce mode de calcul est absurde. Pourquoi, pendant des années, on a vécu avec un système qui incite de fait à rester chez soi plutôt qu'à l'école ? Donc, pas du tout. C'est une réalité démontrée par des économistes. Donc ça, c'est traité, et c'est important. C'est pas un abaissement des droits, c'est une réforme. Le deuxième point, le bonus-malus, c'est aussi très intéressant, même si... Alors, est-ce qu'on peut y venir, justement ? Pardonnez-moi, je vous arrête parce qu'on va y venir très en détail. On va s'arrêter sur cette question du bonus-malus pour les entreprises de quelques secteurs. C'était entre 5 et 10, avait dit Édouard Philippe. Finalement, c'est donc 7. On va voir la liste. Plasturgie, bois et papier, eau, déchets, agroalimentaire, hébergement, restauration. La semaine dernière, notre journaliste Adrien Develay est allé à la rencontre d'un traiteur à Rungis. Et quand on lui a demandé s'il pourrait faire sans les contrats courts, écoutez sa réponse. Je vous fais réagir après, Thierry Fabre. Impossible. J'ai le salon du Bourget où on intervient. C'est tous les 2 ans. On intervient. On a entre 100 150 personnes qui travaillent sur le site. Imaginez ces personnes, on les met en CDI. Comment je pourrais les faire fonctionner toute l'année ? Honnêtement, moi, si je pouvais trouver un roulement, ce serait l'homme le plus... Tous les chefs d'entreprise et nos salariés, ce serait parfait. Thierry Fabre, vous avez vous-même employé le mot d'absurdité. Est-ce que là, il n'y a pas une absurdité ? Non, là, il ne s'agit pas de mettre fin au CDD. On sait très bien que les entreprises ont besoin de CDD en fonction du cycle d'activité. Il s'agit de mettre fin aux abus. Et là-dessus, je veux rappeler un chiffre très important. La France est le recordman des pays de l'OCDE pour les contrats courts de moins de 3 mois. On arrive juste derrière la Turquie. Il y a une espèce de... C'est absolument extraordinaire ces dernières années, ce qui s'est développé. Le CDD décomplexé. Voilà, et les gens ne font que tourner en CDD. C'est ça aussi. Souvent, on se dit le CDD, c'est un tremplin pour le CDI. Pas du tout. C'est-à-dire que vous avez une partie de la population qui reste à tourner dans certaines entreprises en CDD. Et ça, il faut l'arrêter. Le bonus-malus, il est glorifié par tous les économistes, y compris notre prix Nobel, Jean Tirole, qui dit que c'est une excellente idée. Il l'a proposé il y a 15 ans. Donc, sur le fond... Ça ne va pas pénaliser certains secteurs, notamment comme celui de la restauration. C'est un bonus et un malus. C'est-à-dire ceux qui sont vertueux, on paye moins de cotisations, mais ceux qui abusent payent plus. Donc, c'est un système sur lequel le MEDEF a fait un énorme... Ça n'empêchera pas, par exemple, ce traiteur, ce restaurateur de travailler. Non, ça l'empêchera. Ça le poussera à prendre moins de CDD. Il se dit, si je prends moins de CDD, je gagnerai en cotisation. Donc, du coup, il y aura une incitation financière. C'est comme ça que marche l'économie. Donc, simplement, je regrette, sous le lobbying du MEDEF, il y a eu un recul. Au départ, c'est un système qui s'appliquait à tout le monde. Pourquoi sortir le bâtiment ?
Et la santé. Et la santé. Et là, c'est un problème. C'est-à-dire que le lobbying du MEDEF a été en partie efficace, parce qu'il a évité cela. Il a fait en sorte que les entreprises de moins de 10 soient exclues. Il n'empêche, c'est déjà un progrès que le fait que le système soit en place. Après, on peut le moduler et faire en sorte que grâce à ce système, on décourage cet abus de CDD. C'est vraiment le problème de base de notre marché du travail. Jean-Marc Sylvestre. Non, mais je pense que le découragement de prendre des CDD était une urgence absolue, parce qu'on ne pouvait pas continuer de vivre avec cette accumulation de CDD qui prive les bénéficiaires d'un travail, parce qu'en fait un CDD c'est quand même un travail, mais qui les prive de tous les avantages que peut avoir un citoyen normal, c'est-à-dire ils peuvent pas aller à la banque, ils peuvent pas s'acheter une bagnole, ils peuvent pas acheter un appartement, s'acheter un crédit, ils peuvent pas faire de projet, ils peuvent pas rien. Bon, alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de métiers, mais sur lesquels il y a des statuts. Donc avec cette réforme, il va y avoir beaucoup plus de CDI, c'est ça que... Il va y avoir beaucoup plus de CDI. Il y a déjà beaucoup plus de CDI. Oui, ça augmente un petit peu aujourd'hui. Ça progresse. Et c'est quand même l'objectif global de la réforme. C'est en ça qu'on verra si elle est réussie ou pas. Parce que sinon, on l'a pas faite pour faire des économies. Même s'il faut faire des économies, bien d'accord. Mais on a rappelé le contexte des 35 à 40 milliards. On a oublié au cours de cette table un élément essentiel, c'est l'accompagnement du chômeur, avec une modification du rôle de Pôle emploi, avec une décentralisation beaucoup plus près de la région, avec un risque sans doute que vous allez souligner de délocalisation extrême et peut-être de privatisation, mais après tout, nous sommes dans une logique d'efficacité. Coralie Dubost et Benjamin Corrière. Alors, plusieurs éléments. Sur les 7 secteurs qui ont été choisis, ont été retenus les secteurs qui sont le plus concernés par ces contrats précaires. Ce sont ceux qui représentent à eux seuls, qui prennent une part qui est aux alentours de 34% des contrats précaires. Donc ce sont des secteurs très significatifs et on veut d'abord expérimenter sur ce secteur-là avant de les étudier pour d'autres secteurs. C'est la première fois qu'on le fait. Le bâtiment quand même. Il faut que l'on regarde comment ça avance. Je voudrais dire aussi que j'entendais la question du traiteur qui était posée, et on sait que c'est un secteur particulièrement touché par les contrats, notamment des intérimaires. Il y a aussi des CDI intérimaires qui peuvent se faire avec des agences de travail temporaires, mais qui mettent l'intérimaire dans une situation de longévité et de sécurité d'emploi, qui lui va peut-être changer de personne auprès de qui il effectuera la prestation, mais qui sera sur un CDI intérimaire et qui pourra débloquer un prêt à la banque, qui pourra débloquer une location, etc. D'accord, donc il existe une solution. Il existe des solutions, et les solutions, l'accompagnement, vous avez raison de le souligner, est l'un des points forts majeur de cette réforme et de la précédente, celle qui avait le plan d'investissement dans les compétences. Pôle emploi va beaucoup plus accompagner d'une part les chômeurs, d'autre part aussi les entreprises pour trouver des solutions. Si Pôle emploi et peut ça, le faire. c'est très important. Il y a 1000 créations de postes d'accompagnement dédiés pour les personnes qui sont en situation de chômage. Parce que si vous voulez, cette réforme, elle a été construite autour d'un postulat qui est simple. Ce qui pose problème, ce ne sont pas les chômeurs, ce sont les règles. Les règles, elles étaient mal faites. Elles étaient mal faites et parfois elles étaient injustes. Et elles ne permettaient pas suffisamment, soit d'inciter, soit de former pour retourner en emploi. Et elles ne permettaient pas aux employeurs non plus, qui ont des offres d'emploi. Aujourd'hui, vous avez 600 000 offres d'emploi à pourvoir sur le site de Pôle emploi. Bon, il faut que l'on puisse remettre ces personnes en connexion. Ça, c'est les éléments de langage, ça, c'est le credo néolibéral. C'est quand même compliqué non, mais écoutez, que toutes mesures soient éléments de langage pour on va laisser parler Benjamin pouvoir parler de sa réforme aussi. On va le laisser allez-y. Quand vous me dites c'est les règles qui étaient mal faites et qui empêchent de... Non, mais j'entends que ça vous inquiète quand vous me dites éléments de langage. J'aimerais bien pouvoir parler, madame, vous êtes gentille. Je suis seul et il y a 3 points de vue opposés. Allez-y, Benjamin. Alors, cher monsieur. Il aurait été peut-être pas mal, en bonne méthode, de procéder à une évaluation des règles. Ça a été le cas non, c'est absolument pas le cas. Mais vous connaissez une commission d'évaluation. Il y a quantité de rapports, cher monsieur. Lisez le CAE. Écoutez, on est noyé sous les rapports. mais c'est vrai, je peux vous les donner. Benjamin Corrière, il y a des rapports dans tous les sens, y compris il y a ceux de l'IRES qui contestent absolument l'idée que les chômeurs sont indemnisés au-delà du salaire moyen, qui est une pure fiction. Bon, donc si vous voulez, ce qu'il aurait fallu, c'est une véritable évaluation. Bon, alors maintenant, sur le fond. Bien évidemment qu'il faut agir sur les questions des CDD et des CDD d'usage. Je donne quand même juste 2 chiffres. Plus de 4 millions de CDD sont des CDD de moins d'un mois.
Un tiers des CDD sont des CDD d'un jour. Ah ben ça va dans le sens. exactement On va ça. dans le même sens. Ça veut dire que c'est le problème. Oui. Bah là, C'est il le le dit, problème. hein, il le dit Mais qu'il y a est-ce un qu'il Bien est sûr que c'est un problème. Donc Et la question, plupart c'est des est-ce qu'elle va- CDD la réforme sont va la- re-signés la chez les question, mêmes c'est- employeurs. La question- Nous avons les mêmes chiffres. On est d'accord. Benjamin On Correa. les bascule sur du CDI. Mais oui, c'est Bah, ça. c'est l'objectif de la réforme. Écoutez, alors on en reparlera dans un an ou deux. la Le chiffre que vous force citez pas, la qui est le seule plus chose, intéressant, et je suis vous d'accord permettez- avec vous, vous avec les mêmes permettez- la chiffres, il y a un question- troisième chiffre la qui est que question- 85% des c'est CDD qui sont Elle est signés, terrible, hein. ceux dont vous parlez, ceux de 1 mois, ils sont re-signés chez le même Elle employeur. sait tout, elle connaît tout. Mais nous avons les mêmes chiffres, Elle est monsieur. vraiment à l'école En fait, vous Macron, je veux dire. Benjamin Vraiment, Correa, c'est avant notre extraordinaire, troisième partie, je extraordinaire. vous laisse finir. Bon, alors, la question qui se pose, puisqu'on est d'accord sur le fait que la situation des CDD aujourd'hui est totalement catastrophique, les mesures qui ont été prises sont-elles à la hauteur et sont-elles capables d'inverser? La réponse est évidemment non. On en reparlera. Pour deux raisons. La première, c'est celle que vous avez dite vous-même. À savoir qu'on a commencé par éjecter une partie des consommateurs de CDD très courts qui est extrêmement importante, notamment ceux du bâtiment et notamment ceux qui concernent la santé, les EHPAD, les établissements hospitaliers, le paramédical, etc. Ça, c'est le premier motif. Et donc, comme vous l'avez dit vous-même, le lobbying du MEDEF a été extrêmement efficace en la matière. La deuxième raison, c'est que la nature de l'incitation ou de la sanction telle qu'elle est élaborée, 0,95 points en négatif ou 1,15 en positif, n'aura des effets que extrêmement marginaux. Il y a déjà eu des mesures pour décourager l'usage des CDD. Et ça n'a absolument rien donné. Et ça, c'est un bluff, c'est un pseudo, c'est de la rhétorique macronienne. Vous avez pu C'est un exprimer votre point de vue, on va passer à la établi troisième entre les partie. mesures et l'effet sera nul. Je prends date, madame. Eh bien, on J'entends votre refera fatalisme, une et nous, nous émission pensons pour que faire ça le peut bilan. fonctionner et on ne s'interdit pas de regarder la façon dont cela fonctionne. Alors, il y a un autre Vous l'avez aspect. déjà fait, ça, c'était sur l'impôt sur la fortune qui est refusé par 80% des Français. Mais l'impôt Allez. sur le revenu est bien modifié. C'est un autre débat. Vous nous Il avez y a un expliqué autre, que il y a un autre vous allez aspect, faire une il y a un autre évaluation dans aspect, 2 ans. Benjamin Correa, que À je bon voudrais aborder entendeur, avec vous ce rendez-vous. soir, qui va peut-être vous inspirer aussi autant. C'est le volet politique de cette réforme, parce que, disons-le, ce que l'exécutif lance aujourd'hui, la droite est pour. Il y a quelques jours, dans un communiqué qui faisait suite au discours de politique générale d'Édouard Philippe, Bruno Retailleau justifiait l'abstention des sénateurs LR ainsi. La fin des régimes spéciaux de retraite ou la réforme de l'assurance chômage, par exemple, vont dans le bon sens. Jérôme Bascher n'a pas démenti tout à l'heure au micro de Jérôme Rabier. Écoutez. Sur les principes de la dégressivité, là, on peut en être d'accord. Il faut regarder les modalités de prêt. Mais ça, c'est justement, ça se discute, ça ne se décrète pas. Donc d'accord sur le fond, pas sur la forme. Et je vais même remonter encore plus loin. Écoutez ce que proposait Nicolas Sarkozy fin 2016. La dégressivité, justement, il y était favorable lui aussi. Je propose 20% de diminution des allocations chômage au bout de 12 mois, 20% supplémentaires au bout de 18 mois. Mais avec ça, on garde, monsieur, excusez-moi, le régime le plus généreux au monde, puisque je ne remets pas en cause l'indemnisation du chômage au bout de 4 mois. Il n'y a pas un pays qui fait ça. Thierry Fabre, je vais poser une question volontairement provocante, mais en gros, la droite l'a rêvé, c'est Emmanuel Macron qui le fait. En partie, c'est-à-dire que la droite n'a pas jamais osé le faire, sauf qu'un bémol sur la dégressivité, ça concerne les cadres, une petite population, donc c'est au-dessus de 4 500 €. Et vous le disiez Donc, vous-même, le pied est dans la porte. et le pied dans la porte, Eh mais oui. effectivement, c'est pas l'ensemble des demandeurs d'emploi, donc faut pas non plus, c'est pas la dégressivité pour tous, comme ça a pu exister dans notre système il y a quelques années. Après, l'inspiration de cette réforme, elle est sociale, libérale. Elle a été faite en Allemagne, elle a été faite dans les pays nordiques, et donc c'est vrai que la droite en a rêvé, surtout le côté libéral ne l'a pas faite. Donc Emmanuel Macron le fait. C'est quand même important à noter, il y a 6 mois, en pleine crise des Gilets jaunes, est-ce qu'on aurait imaginé Emmanuel Macron faire ce type de réforme avec les contestations que l'on entend? C'est quand même extraordinaire que le macronisme s'est remis en marche d'une certaine façon, avec peut-être de façon kamikaze, parce qu'on ne sait pas ce qui peut sortir de cette réforme, mais en tout cas, le credo est toujours le même, c'est-à-dire si on ne réforme pas, on tombe. Et Vous donc, allez on tous continue. vous exprimer là-dessus. Non, Jean-Marc mais Sylvestre. c'est exactement la réflexion que je faisais en commençant. Ils ont des raisons d'être satisfaits si tout le monde est mécontent, parce que la réforme, elle va plutôt dans le bon sens d'une réforme de structure qui était prévue dès le départ. Ça prouve bien qu'il n'a pas changé de logiciel et qu'il va continuer de travailler sur la restauration de Mais il fait ce que la droite a rêvé de faire. Oui, mais il a fait ce qu'il était nécessaire de faire. Je pense que la gauche intelligente avait aussi envie de le faire. Il y a deux problèmes. C'est que, il va Vous allez pouvoir falloir, répondre, hein. falloir gérer la réforme de Pôle emploi. Ça ne va pas forcément être très simple. Avec
la complicité ou la collaboration des collectivités locales, et notamment des départements. Ça ne va pas forcément être simple, je ne suis pas sûr qu'ils en aient les moyens. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a mis le doigt dans une autre logique qui change la gestion de notre modèle social paritaire. Parce que c'est la première fois qu'on met en cause le paritarisme par défaillance et par défaut des syndicats. Et ça, Laurent, ça va être très intéressant de voir comment on va rattraper Laurent Berger, parce que le macronisme, le libéralisme, que vous le vouliez ou non, il a besoin de contre-pouvoirs. Et il a besoin de contre-pouvoirs forts. Allez, il nous reste 2 minutes. Il a besoin de syndicats forts. Coralie Il va donc Dubost. falloir les rattraper, ces syndicats, pour leur offrir autre chose, qui se rendent désirables. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Moi, j'ai aucune difficulté à travailler avec les syndicats. D'ailleurs, je reçois ceux de mon territoire très prochainement et j'essaie d'être en lien avec eux le plus possible et je reste à l'écoute de toutes les remarques. Et là, ils vous diront que cette réforme est de droite. Sur cette réforme en période de crise des Gilets jaunes, je voulais juste apporter un élément de lecture. Quand il y a eu la crise des Gilets jaunes, qui a duré longtemps, moi, sur ma circonscription, j'en ai beaucoup rencontré, j'ai fait beaucoup de réunions publiques et j'ai reçu beaucoup de délégations de Gilets jaunes. Je n'en ai pas entendu un seul se plaindre sur la nature de l'indemnisation de l'assurance chômage. En revanche, ce que j'ai entendu très régulièrement, c'est la difficulté à trouver la bonne formation, à être bien accompagné, à se remettre en emploi et à avoir accès à son droit. Donc, c'est plutôt, moi, je pense, les grandes modifications qu'on doit apporter pour répondre à cette crise. Pour vous, ça va même dans le sens des Gilets jaunes. Oui, parce qu'il y a cette demande. Et pour moi, c'est la réforme qui compte de ce point de vue-là, en tout cas, qui m'a beaucoup touchée sur mon territoire, et particulièrement des femmes et des femmes seules, isolées, c'était dans l'accessibilité au droit. Et je crois beaucoup en la Maison France Service, je crois beaucoup en la réforme territoriale, à la façon dont on va rendre la proximité et l'humanisation du service. Il nous reste 1 minute, on va laisser Benjamin Corrière. Écoutez, moi, ce qui me frappe, c'est l'extraordinaire surdité de ce gouvernement qui entend à travers les Gilets jaunes, une demande d'abaissement des droits sociaux. Non, moi, je trouve ça absolument extraordinaire, parce que c'est bien à ça qu'on a procédé. Alors moi, ce qui me frappe quand même, c'est non seulement la cécité et la surdité. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois, parce que là, les Gilets jaunes sont rentrés chez eux. Mais je veux dire, avec des mesures de ce type, la France est ce qu'elle est. Ça m'étonnerait qu'il ne se passe rien. La plupart des Gilets jaunes que j'ai rencontrés voulaient retourner en emploi. Maintenant, l'autre aspect... Est-ce que vous pouvez imaginer que ce pays peut continuer de vivre avec 9% de chômage et plus? Non, mais là-dessus, il a raison. C'est à moi que vous posez la question. Il a 30 secondes. Vous manquez pas d'air. Vous manquez pas d'air. Ça date de quoi, ce 9% de chômage? Ça date d'un dysfonctionnement du système. Non, absolument pas. Ça date d'un dysfonctionnement du système. Ça date de la financiarisation complète du système que vous avez appelé. Il y a une transformation et que de la vous avez société. défendu, Allez, il reste qui a 15 explosé secondes. en 2008. Thierry Fabre. Voilà de quoi ça date. Juste 15 secondes. Juste un mot, on va être d'accord pour la conclusion, parce qu'il y a un point. Mais non, je ne me fâche pas. Mais c'est Thierry Fabre, le pour produit finir. de la politique que vous Il nous avez reste 10 défendue secondes, pendant ce serait 30 ans. dommage de ne pas être d'accord sur la fin. Thierry Fabre. Bien entendu. Là où je suis Bien d'accord avec entendu. vous, Thierry c'est Fabre. qu'une partie de la réforme, elle est explosive parce qu'elle sont des économies. Mais de toute Il y aura façon, des vous le chômeurs paierez. Ne qui sont. croyez Est-ce que je peux pas que vous parler le Non, mais c'est Non, fini, oui, c'est oui. fini, c'est fini. Pour dire que je suis en partie d'accord avec vous sur le fait que de réduire les droits des chômeurs, en partie, c'est qu'une partie de la réforme, vous ne voyez que ça, mais c'est qu'une partie. Ça, c'est explosif, parce que ça, effectivement, il y aura des cas de chômeurs pénalisés. Et donc ça risque d'être médiatisé, et ça peut Désolée, je suis partir obligée de fort. rendre l'antenne. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. On se retrouve demain à